Intrépide, décoiffante, touchante, spontanée, gracieuse, exigeante, douée. Et toujours avec cette force et ce fond de mélancolie, elle avance, souveraine. J'ai nommé Guylaine Despy, qui est mon invitée aujourd'hui à l'Escale de Jeanne. Bonjour Guylaine. Bonjour Jeanne. Je suis très heureuse que vous ayez accepté mon invitation. Nous sommes à la brasserie Mythique Lip. Absolument, je m'occupe de leur prix littéraire depuis 5 ou 6 ans et c'est un grand bonheur, d'autant plus que c'est l'un des prix littéraires le plus ancien. On est à peu près à 90 éditions du prix Caz. C'est formidable. Absolument, puis c'est un bel endroit. Magnifique, magnifique. D'ailleurs, nous reprendrons des photos après parce que là, nous sommes dans un coin où on ne voit pas tout. Guylaine Despy, vous avez une entreprise, une agence qui s'appelle Balustrade. Oui. Donc, déjà, le mot balustrade, le titre de votre agence. Ah oui, alors le nom, j'en suis vraiment très fière parce qu'il incarne exactement ce que je veux représenter. Donc en fait, ce nom, je l'ai choisi vers 2014. En fait, je cherchais une image de quelque chose qui protège du monde extérieur, qui soutienne en confiance, qui permette de se hisser plus haut, d'être plus visible, donc de prendre de la hauteur, et puis avec une dimension d'ornement, quelque chose d'élégant. Donc, alors je cherchais un mot qui incarne cette idée, et j'ai trouvé celui de balustrade. Alors il se trouve que j'ai une chanteuse que j'adore qui s'appelle Robert. Amélie Nothomb lui a notamment consacré un roman en 2002. Et cette chanteuse a un univers de princesse de contes de fées. Il y a une chanson qui s'appelle « Et toi ?» et c'est l'histoire de la petite fille aux allumettes qui rêve d'aller au bal parce que cette chanteuse dit que toute femme aimée, même si elle est très pauvre, même si elle est orpheline, même si elle n'a rien, elle est une princesse parce que le luxe ultime, c'est d'être aimée. Et donc voilà pourquoi j'aime ce mot bal. Ensuite, il y a le mot lustre. Alors lustre, c'est la lumière, c'est l'éclat, c'est la splendeur, mais c'est aussi la valeur et la gloire étymologiquement. Donc bal, lustre et cette idée d'être la rampe sur qui on s'appuie pour s'élancer, ça me concerne tout à fait. C'est beaucoup plus large que des relations presse. Bien sûr. Je crois d'ailleurs que vous êtes aussi agent littéraire quelque part, parce que chez Balustrade, vous lancez des auteurs. Ah oui, alors je démarre. Enfin, il y a une dimension de coaching en images aussi. Je les apprends à se présenter, à se mettre en valeur. Un de mes auteurs s'est refait les dents sur mes conseils. Donc non, mais c'est important. Je crois beaucoup à l'ère des réseaux sociaux. Je crois beaucoup à l'apparence. Je travaille énormément mes visuels. Je pense que c'est très important. Qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Vieux médias, c'est fini, nous sommes tous influenceurs. Donc en fait, je propose un modèle assez hybride, c'est-à-dire que bien entendu, j'ai un vaste réseau de journalistes constitué en 20 ans de travail dans cette profession. Je communique bien entendu à tous les journalistes et à toutes les personnalités célèbres de mon carnet d'adresses, mais aussi je vends quelque part la vitrine Guylaine Despy. Je suis l'intermédiaire vers les autres, mais quelqu'un qui pas du tout connu, qui connaît personne et qui ne sait pas se mettre en valeur, bénéficie quand même des projecteurs braqués sur moi. Ça, j'en suis certaine. Mais Guylaine, nous allons, si vous l'acceptez, revenir un peu dans cette escale. On va naviguer entre l'intime et la part publique. L'intime, dans la chanson d'Hélène, qui n'est pas dans le film Les choses de la vie de Claude Sautet, mais que Piccoli chante à Romy Schneider, il y a un mot, une phrase plutôt, il faudra changer de mémoire. Cette phrase me touche beaucoup. Quand, avec votre enfance un peu minée, nous en reparlerons, cette évidence est imposée à vous, Guylaine, changer de mémoire, changer, partir. Alors, changer de mémoire, je dirais que non, je dirais qu'il faut faire la paix avec sa mémoire quand même, parce que le passé ne se change jamais. Il est immuable, il est là. Donc il faut faire la paix avec et essayer d'avancer malgré tout. Alors après, changer de vie, ça passe par l'émancipation, la liberté. Il faut se défaire de ce qu'un écrivain que j'adore appelle la chaîne des faux devoirs. Il y a beaucoup de faux devoirs. Il faut essayer d'être celui qu'on est vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance ?
j'ai de très mauvais souvenirs de mon enfance. J'ai essayé d'écrire un livre là-dessus. Oui, c'est pas gai du tout. Mes parents sont certainement des personnes qui souffrent en plus. J'ai de l'empathie. La forme d'amour que j'ai pour eux, c'est de l'empathie pour leurs souffrances, qui sont semblables à la mienne et qui, je pense, ne viennent pas de nulle part. Mais ils m'ont fait beaucoup de mal et vraiment je suis une écorchée vive de toute façon, une écorchée vive. J'ai passé toute ma vie à vouloir me suicider quand même, hein, jusqu'à à peu près 35 ans. Cette balustrade, Guylaine, elle vous protège, comme d'ailleurs les autres qui s'y appuient. Oui, en fait, cette balustrade, elle me protège aussi. C'est quand même un rempart. C'est quand même quelque chose dont je suis fière parce que je l'ai construite toute seule, mon entreprise. Je peux dire aussi que l'État n'aide pas du tout. Moi, quand je cherchais à gagner ma vie en 2000, quand j'ai voulu créer cette entreprise vers 2012-2013, j'ai été toute seule, en plus avec mes parents qui me disaient que je ne réussirais jamais à être chef d'entreprise, puisque même McDonald's ne voulait pas de moi pour faire des frites, ni Picard comme caissière. Non, c'est pas drôle, hein, vraiment. Donc, ils avaient une image de moi terrible. Et malgré ça, j'ai réussi à avancer. Peut-être parce que quelques personnes ont cru en moi aussi, puis il y avait l'instinct de survie. De toute façon, quand on ne meurt pas, il faut vivre. Donc, il faut essayer de faire quelque chose. Et en fait, mon histoire, c'est aussi celle du vilain petit canard. Parce que quand j'étais salariée dans des maisons d'édition, je ne ressemblais à personne d'autre. J'avais déjà une forte personnalité, mon style à moi. Et c'était assez compliqué parfois avec une hiérarchie très différente. Donc hiérarchie, évidemment, on ne mord pas la main qui nous nourrit, donc je devais obéir, respecter le style de la maison d'édition, tout en étant profondément en désaccord avec leur manière de travailler. Donc en fait, j'étais le vilain petit canard, pas tellement adapté. Et en fait, comme le vilain petit canard, j'ai l'impression d'être devenu un cygne sur ma balustrade, aligné avec mes valeurs et avec ce que je suis profondément. Alors je dirais l'environnement de Guylaine Depy, on ne peut pas y penser sans penser aux chats. Vous en avez 3. Oui. Scarlett Bengale, oui. Gloria de Sibérie, oui. Et Vénus Sobritish. Oui. Chaque nom comme une épopée. Quelle histoire derrière les noms déjà? Alors, il faut savoir que toutes mes chattes ont leur profil Facebook d'ailleurs et pas mal d'admirateurs. Les gens suivent leur vie comme un feuilleton. Alors, ce sont mes assistantes hein, quand même, elles travaillent pour moi parce que Scarlett, c'est l'intellectuelle. Il faut savoir qu'elle comprend tout, Scarlett. Elle accueille les auteurs, elle grimpe sur les épaules, elle détecte les mauvaises personnes. Donc, voilà, elle est très brillante. C'est vraiment la plus intelligente et dans l'interaction. Ensuite, Gloria, c'est celle qui détend les gens parce qu'elle est affectueuse, elle fait beaucoup de massages, elle patoune, comme on dit avec les chats. Voilà, elle fait des bisous. C'est la tendre, Gloria, c'est la tendre. C'est celle qui fait les massages. Et puis, Vénus Sobritish, c'est la petite chipie, l'espiègle, la joueuse, la grande chasseuse aussi. En fait, cette petite Vénus Sobritish, elle est plus dynamique qu'une Bengale finalement. Donc, c'est très, très rigolo. Et évidemment, leurs noms ont leur race comprise dedans. Après, c'est intéressant, je pense, psychanalytiquement, de voir que je leur ai donné des prénoms humains, des prénoms très 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 humains, puisque c'est un peu mes filles. Hein. Moi, j'ai pas d'enfants, donc voilà, c'est un petit peu mes filles. Et d'ailleurs, je me sens grand-mère puisque j'ai eu deux portées. Oui, on a vu ça. Donc, ce sont à la fois des gardiens, des témoins et des confidents aussi. Oui, en fait, elles sont vigilantes. Non, les chats ressentent beaucoup de choses. Et puis moi, j'adore les chats. C'est un animal fabuleux, qui est très indépendant, mais qui aussi donne de l'affection. Elles viennent sur moi quand même. Quand je suis triste, elles le comprennent. Hein. Oui. Vous avez des photos très, très touchantes d'ailleurs, quand elles sont là le soir, parfois, entre vous. Chez chacun de nous, il y a 2 albums. Il y a un album privé, très privé, et un album public par rapport à tout ce qu'on fait. Voilà. Dans l'album privé, vous m'avez parlé d'une photo. Dans l'album très intime. Alors, avec des poules. Si je repense à mon enfance, si je ne devais garder qu'une photo, ça serait cette photo où j'étais dans le jardin de la maison où j'ai grandi, à Saint-Astier.
Et j'avais 2 poules dans les bras, 2 poules qui étaient assez jeunes, qui avaient peut-être 2 mois. Les poules, je ne sais plus en combien de temps ça grandit. En fait, ma mère refusait les chiens et les chats, mais si je ramenais un petit poussin du marché, elle n'y voyait pas d'inconvénient. Et le petit poussin dans une boîte à chaussures devenait poule ou coq. Et il se trouve que j'ai grandi dans une hystérie perpétuelle, des parents qui hurlaient en permanence, qui se battaient, qui s'humiliaient devant moi. C'était très dur. Et mes poules étaient ma famille, en fait. Mes poules étaient, c'est bête à dire, mais c'était les seuls êtres à qui j'étais vraiment attachée, à qui je pouvais parler. Et encore aujourd'hui, j'ai une adoration pour les poules. Je reviens d'un festival à l'Île-Dieu où j'ai dormi dans un Airbnb où il y avait 5 poules dans le jardin. J'étais aux anges, je les embrassais tous les jours. Voilà, j'adore les poules. Non, c'est vrai. Ça serait la photo de mon enfance que je garderai, en tout cas. C'est une belle photo parce qu'elle est, je dirais, c'est inattendu. Ah mais voilà, j'adorais mes poules, vraiment. Mais vous savez, dans le dernier roman d'Amélie Nothomb que je viens juste de lire, en fait, elle explique que sa maman, la mère d'Amélie, quand elle allait en vacances chez sa grand-mère, le seul jouet qu'elle avait, c'était une cuillère en bois qu'elle avait appelée Maïzena, qui est un joli nom pour une cuillère en bois. Et donc, Amélie Nothomb, elle veut prouver par là que, en fait, l'enfant, il s'attache à ce qu'il a. Moi, j'avais pas de frères et sœurs, j'avais une famille toxique, donc j'avais des poules. Et Amélie Nothomb, elle, sa maman s'est attachée à cette cuillère en bois. On joue avec ce qu'on peut. Je sais que vous êtes très amie aussi avec elle. Je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Oui. Vous savez pourquoi je l'aime? Parce que c'est la première personne, je pense, peut-être avec mon directeur de mémoire de Sciences Po, Monsieur De Quissac, qui maintenant est mort, mais Amélie Nothomb a eu de la considération pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je crois personne ne m'avait apporté avant elle. C'est arrivé le 4 novembre 2000 à la foire du livre de Brive. Vous voyez la date, elle est gravée dans le marbre. C'est joli le mot. Considération. Considération, oui, oui, oui. Mais parce que dans son livre, elle en parle aussi dans le dernier livre, elle dit ce dont un enfant a besoin, c'est de la considération. C'est l'autonomie et la considération, c'est le respect. Il faut bien savoir que l'amour, ce n'est pas la possession. Je reviens à votre métier. Lancer un écrivain, donc bien sûr, il y a tout ce qui est médias, vous trouvez des interviews, etc. Mais il y a le gérer aussi. Parce que parfois, ils sont soit trop timides, soit au contraire, ils pensent qu'ils sont, entre guillemets, ils vont investir la place. Alors, comment on fait dans cette situation? On devient psychologue aussi. Alors, figurez-vous qu'il y a quelque chose, moi, qui m'arrive assez souvent, peut-être une fois tous les 2 ans. En fait, j'ai toujours quelqu'un qui arrive, qui me dit, écoutez, comment ça se fait que la grande librairie ne m'invite pas? Parce que ma mère m'a dit qu'elle n'avait jamais lu un roman aussi bon que le mien. L'amour des mères, parfois. Voilà, et donc des gens comme ça, voilà, oui. ça arrive, ou alors des gens qui ont fait l'ENA, Polytechnique, tout ça, qui ont fait des très très grandes écoles, des gens brillantissimes à qui tout a toujours réussi et qui commencent à écrire un roman sur le tard et qui s'aperçoivent que c'est pas comme dans un cabinet ministériel, que les gens s'exécutent pas immédiatement, que les journalistes sont libres de choisir leurs priorités, que c'est un milieu très fermé quand même, il faut y rentrer. Je suis la porte d'accès vers ce milieu. Je fais tout ce que je peux, mais donc c'est pas facile. Mais alors je crois que j'ai une de mes forces chez Balustrade, c'est que je suis la personne la plus pessimiste du monde. Attention, attention, le pessimisme n'est pas le défaitisme. Je suis une battante. Je suis connue pour me battre et pour persévérer. Donc mon pessimisme n'est pas du tout du défaitisme. Ouais. Je commence à dire à tous mes clients, tous les prospects qui m'écrivent, je dois en rencontrer un demain encore. Écoutez, vous devez payer parce que moi c'est mon gagne-pain, sinon j'écrirai l'œuvre de Guylaine Depy, mais aucun résultat n'est garanti. Ça c'est le premier truc que je dis, aucun résultat n'est garanti, vous allez me payer pour mes efforts, mon temps, ma personnalité, et puis parce que je ne sais pas comment gagner ma vie autrement, je ferai tout ce que je peux, puisque je n'ai mes clients que par les fidéliser,
Il y en a un qui m'a signé 9 contrats quand même, et par le bouche à oreille, puisque les gens me recommandent, les journalistes me recommandent souvent. Et donc, comme j'existe, les gens viennent vers moi. Donc, déjà, il faut accepter cette histoire de aucun résultat n'est garanti. Et parce que je veux travailler dans une bonne ambiance, et aussi je ne supporte pas les mensonges, je ne supporte pas les optimistes qui déçoivent parce qu'ils promettent des cracks, ils promettent des trucs délirants. Alors les après, voilà, je ne supporte pas ça. Moi, c'est vraiment un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et donc voilà, donc, si je dis bien qu'aucun résultat n'est garanti, c'est parce que je veux travailler dans une bonne ambiance. Je suis très sensible et je ne veux pas décevoir. Donc du moment qu'ils s'attendent à rien, ils ne peuvent pas être déçus si vous voulez. Ils ne peuvent avoir que des bonnes surprises et être reconnaissants. Ça, j'exige que ce soit des gens agréables parce qu'on part sur des contrats de 6 mois. Oui. Donc il faut qu'ils soient agréables et qu'ils ne me stressent pas. Me mettre la pression, c'est stupide. Je me la mets toute seule puisque si je ne suis pas bonne, j'aurai pas cette réputation, et si je suis pas bonne, mon entreprise elle coule. Moi, je suis pas salariée. Donc évidemment que je fais le maximum, que je me donne totalement pour mes clients, mais malgré tout, je n'ai pas de baguette magique. Voilà, je me défonce, mais sur des bases d'honnêteté. Voilà. Et donc c'est pour ça que je travaille dans une bonne ambiance avec des gens qui m'aiment, puisqu'ils ont accepté mes conditions. Vous êtes aussi très inventive. J'ai vu comment vous avez pratiquement innover le métier. Ah oui, oui, j'ai l'impression de réinventer ce métier. Voilà, vous avez réinventé ça. Et non seulement vous êtes inventive, mais vous allez chercher, entre guillemets, les niches de créativité partout. Alors, je sais que Guylaine Dupuis a des insomnies. Ah, des insomnies. Qu'est-ce qui se passe pendant les insomnies? C'est un laboratoire d'idées? Mais en fait, j'ai des insomnies depuis l'enfance. En fait, j'ai été quand même une enfant extrêmement malheureuse. On m'empêchait de dormir quand j'étais petite. Quand même, ma mère hurlait toute la nuit. Je ne sais pas si vous imaginez. Et puis elle hurlait des insanités, des choses pas agréables. Donc voilà. Donc j'ai un gros problème. Alors j'ai dormi pendant 15 ans de ma vie sous Stilnox. Et jusqu'au moment où j'ai décidé de ne pas me suicider en 2015, c'était à Bayreuth, au festival de Wagner. Donc du jour au lendemain, j'ai fichu tout ça à la poubelle. Ça explique aussi que je dors très très mal depuis, parce que j'ai été 15 ans avec ce truc-là quand même. Bien sûr. Donc c'est la nuit que vous avez ces... Mais je pense à mes clients tout le temps en plus, mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je dis mes clients parce que c'est pas que des auteurs de livres. Hein. Des fois, j'ai des gens qui, ça peut être des avocats des festivals, ou des gens dans le milieu de la culture ou des festivals, comme ici, ou des médecins qui m'engagent pour faire passer des idées, monter des événements, faire de la stratégie d'influence, du lobbying auprès de politiques ou de people. Donc, je n'ai pas que des auteurs de livres. Oui, c'est pour ça que je dis mes clients. Ça peut être des artistes, ça peut être des musiciens, des chanteurs. C'est une grande diversité. Oui. Absolument. Donc voilà pourquoi mes clients et non pas mes auteurs. Mais j'y pense dans mes insomnies. Bien sûr que j'y pense. Je vis seule avec mes chattes, les 3, Scarlett, Gloria, Vénus, et je cogite en permanence quand je dors pas. Parfois me vient une idée géniale. Je crois d'ailleurs que l'idée du concours de poèmes qui sera le 3e que je lance au mois d'octobre, elle m'est venue dans une insomnie parce que je me creusais la tête en me disant mais qu'est-ce que je peux faire pour attirer des gens vers un poète inconnu, vers un poète qui habite à Singapour, auto-édité, dont personne n'a jamais entendu parler. J'ai eu l'idée aussi de faire venir notre ami Éric Poindron qui a accepté. Voilà, c'est un très bon ami. Je l'adore, Jeanne. Je l'adore. Je l'aime énormément. Je voudrais ici rendre hommage à Éric Poindron parce que c'est un écrivain magnifique. C'est un érudit. Il enchante le monde. Il sait tout, Éric Poindron. Et vraiment, 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 on pourrait faire un éloge d'Éric Poindron. Son écriture est sublime et son âme aussi, parce que c'est un ami fidèle. Il m'a prouvé son amitié des tonnes de fois. Même d'accepter d'être à l'honneur avec mon poète inconnu, c'est un beau cadeau d'amitié aussi qu'il m'a fait. Donc, c'est vrai, Éric est quelqu'un c'est un personnage. Oui, extraordinaire, très cultivé et très généreux de sa personne. Il y a beaucoup de gens très égoïstes dans ce milieu littéraire et pas lui. Lui, il donne. Oui, il donne, c'est vrai. Voilà. Guylaine, je reviens un peu à vous, à la vie intime. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait encore très peur? Ce qui me fait peur, c'est de finir ma vie seule, non, parce qu'en fait, je suis tellement habituée à cette solitude. Vous savez, on est toujours tout seul.
même en couple, on est quand même toujours Bien tout sûr. seul avec sa souffrance parfois. Il se trouve qu'il y a parfois un mur, une frontière entre l'autre et ma souffrance qui est étanche, voilà. Donc ça, j'ai déjà vécu des expériences comme ça quand même. L'amour, être en couple peut soutenir, l'amitié aussi, ça fait du bien, ça égaye la vie, ça colore la vie, mais ça guérit pas forcément la souffrance. Il y a eu aussi une idée qui m'est chère. Figurez-vous que dans mes clients, j'ai eu un grand psychiatre, Thierry Gineste, qui est au boulevard Saint-Germain, pas très loin, et qui combat le mot résilience. Et moi aussi, je le combats, alors que tout le monde me dit, tu incarnes la résilience. Non, pas du tout. Je déteste ce mot-là. C'est pas parce que j'ai survécu comme j'ai pu que je suis résiliente. C'est un mot fourre-tout, puisque même les entreprises qui sont pas mortes pendant le Covid, ils appellent ça la résilience des entreprises. Donc non, mais on le met à n'importe quelle sauce, résilience. Donc du moment que vous n'êtes pas crevé, vous survivez, vous êtes résilient. Non, non, ce mot ne me convient pas du tout. Et je me suis sentie en osmose avec ce grand psychiatre qui combat, dès qu'il est interviewé, ce mot de résilience. Voilà. Nous, on appelle ça, on survit comme on peut. Mais les blessures, on les porte quand même, on ne refait pas le passé. Oui, oui. On ne gomme pas ça. Bien sûr. On peut les recouvrir de joie, d'autres choses. Mais elles sont là. Mais elles sont là. Bien sûr. Guylaine, le sport et Guylaine Lépie, parce que vous pratiquez le sport parfois à donf, comme on dit. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous apprend le sport d'endurance, en quelque sorte, sur vous-même? Et en même temps, quelle est la limite pour vous dans le sport? Alors déjà, la limite, je pourrais dire que la limite, c'est la mort. Enfin, je vais jusqu'à l'épuisement. Hein. Oui. Alors ça, c'est très, très intense pour moi. Alors, il y a aussi, le sport, ça m'a appris la volonté d'abord. La volonté et aussi le fait qu'on pouvait justement se libérer de son destin et de son hérédité. Moi, il faut dire que dans la famille de ma mère, tout le monde est gros et ne mange que des gâteaux toute la journée, ce qui ne peut pas ranger les choses. Et je suis allée à contre-courant de cette hérédité. J'ai décidé de tout à fait couper tout ça. Donc aujourd'hui, je peux dire, parce que j'en suis la preuve vivante, qu'il n'y a pas d'hérédité de l'obésité, enfin, sauf peut-être un cas sur 1000, mais on hérite des habitudes alimentaires des parents, ce qui est différent. J'ai ça parce que c'est quelque chose donc, que j'ai réussi, indépendamment de mon hérédité, de ma famille et tout, quand même à construire un corps ferme et musclé. Et puis ça m'apprend, c'est le défi, c'est se surpasser et c'est prouver que tout est histoire de volonté dans la vie, parce que je peux vous assurer qu'au bout, j'en sais rien, au bout de 3/4 d'heure de vélo intensif en cours collectif, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qui fait que je continue? C'est que je me dis, tu n'as pas le droit de t'arrêter et je continue quand même. Et même si on a mal, la douleur c'est du mental, on vous dit en Inde. Donc il faut passer au-delà de la douleur, au-delà de l'épuisement, il faut aller jusqu'au bout. Et après, on est fier. Et donc, le sport apprend la volonté, le sport apprend le défi et à repousser ses limites. Et non, il n'y a pas de limite. Et si c'est tellement vital pour moi, c'est parce que les seuls moments où j'oublie totalement ma souffrance de petite fille blessée, c'est dans l'effort physique, parce que je suis tellement obsédée dans ces moments par les courbatures, les muscles, le cardio, tout ça, que du coup, j'oublie que je souffre. Non, mais c'est vrai. Et les chevaux, qu'est-ce que vous leur murmurez à l'oreille? Ah, les chevaux, c'est très important quand même. J'ai traversé 2 fois la Mongolie à cheval. Oui, justement. Et donc, c'était un peu pour partir sur les traces de mon ami Sylvain Tesson, d'ailleurs, hein, parce que j'avais lu un livre où il avait traversé l'Ouzbékistan à cheval. Et en fait, là, j'ai été complètement dingue, en fait, parce que j'avais jamais galopé de ma vie avant la Mongolie. Et j'ai appris là-bas et c'est quelque chose, c'était une grande victoire dans ma vie aussi, puisque c'est aussi à cause de mon climat familial toxique que j'avais arrêté l'équitation à 8 ans. Donc avoir réussi après 40 ans à aller jusqu'à Galop 4. Vous êtes remontée en scène. Ben oui, et puis le cheval, c'est l'allégorie de la vie, hein, c'est vraiment l'allégorie de la vie, hein, puisque ah oui, c'est une allégorie de la vie, c'est franchir les obstacles, anticiper surtout, on anticipe hein, et repartir sur le bon pied. Parfois, il faut se poser, il faut réfléchir et effectivement, changer de logiciel ou repartir sur le bon pied, comme on dit. Il faut c'est très, très intéressant l'équitation. Et toujours remonter à cheval. Et récemment, je suis remontée d'ailleurs,
Même à Rome, j'ai trouvé le moyen de faire du cheval. À part la pizza dont on reparlera. On dit Une monter à cheval. Une chanson qui vous accompagne toujours, ou une chanteuse, une voix de chanteuse. Alors ça serait Jane Birkin. Moi j'ai une adoration pour Jane Birkin, pour sa beauté fragile, pour sa générosité. C'était une personne hyper sensible, hyper généreuse, et je la voyais comme quelqu'un de très très pur. La manière dont elle a aimé Gainsbourg, les gens, une grande innocence. Elle était merveilleuse, mais vraiment, et puis tout ce qu'elle était. Moi j'ai une adoration pour Jane Birkin. J'ai vu tous ses concerts depuis que j'habite à Paris jusqu'à sa mort. Voilà, elle me bouleversait, et encore sa voix, et ah ouais, qu'est-ce que j'ai aimé Jane Birkin, et je suis fan de Charlotte aussi, voilà. Et vous chantez? Non, je chante pas, peut-être un peu sur trottinette, mais, mais c'est tout. Je fredonne. Vous avez un livre que vous avez commencé. On en parle ou pas? Alors, il paraît qu'il faut jamais. Mes amis éditeurs, parce que j'ai pas mal d'amis éditeurs d'ailleurs qui croient en moi, me disent qu'il faut jamais parler d'un livre qu'on est en train d'écrire. Et puis aussi, il faut pas commencer à dévoiler le truc avant que ça soit. Voilà. Donc, on le garde ça. On verra si j'arrive jusqu'au bout, mais je pense que ça me ferait du bien. Alors, je vais faire avec vous un jeu à la chancelle, rapide, fulgurant. Donc, je dis un mot, vous me dites ce qui vous passe par la tête immédiatement. Solitude. Je répondrai peut-être peuplé, parce qu'on peut avoir des tas de gens autour de soi, tous en se sentant encore une fois profondément seul. On est quand même seul avec sa mémoire, qui est parfois lourde à porter quand même, et malgré tout, il y a des tas de choses qu'on fait seul quand même. Même avec les autres. Les autres, c'est de la gaieté, c'est des poussières d'étoiles, les autres. Mongolie, on a pareil. Mongolie? Vous m'avez dit Mongolie? Oui, Mongolie. Ah, Mongolie, yourte, firmament, Mongolie, immensité, steppe. Amour. Amour, Dieu, création. Trahison. Trahison, c'est douloureux. Rêve. Rêve, c'est la sève de la vie, d'avoir des rêves. Le lieu où vous retournez en pensée quand tout vacille. Varanasi peut-être. Alors il se trouve que quand même je suis allée à Varanasi, donc en Inde du Nord, et là quand même il se passe quelque chose de très très fort, puisque il y a le cycle de la vie. C'est là-bas où on va mettre les cadavres, une fois brûlés, leurs cendres qui à Manikarnika, je crois que ça s'appelle, qui reviennent dans le cycle de la vie, dans le Gange et tout ça. C'est un endroit très émouvant, très haut en spiritualité, qui m'avait beaucoup touchée. Oui, c'est bouleversant là-bas, la ferveur est présente, la même ferveur d'ailleurs que dans des hauts lieux comme Jérusalem, ou je suppose comme la Mecque, où je ne suis pas allée, mais ces lieux de ferveur me touchent absolument. Après, alors j'ai un endroit que j'ai passionnément aimé, c'est bizarre, mais c'est Santa Barbara en Californie. Oui. Pourquoi Santa Barbara? Alors déjà parce que quand j'étais enfant, j'étais tout à fait addict et assidue au feuilleton, au sitcom, et en fait ce Santa Barbara était très important dans ma vie, et quand j'ai eu 18 ans, j'ai appris qu'il y avait une école d'anglais à Santa Barbara, donc du coup ça m'a tellement plus attirée que Londres, et je suis allée faire un stage là-bas. Et c'était la première fois que j'allais très loin de tout ce qui m'avait fait souffrir pendant 17 années de ma vie. Donc j'ai eu un amour fou pour le rêve américain. Je me suis retrouvée à marcher sur Hollywood. Voilà, je suis allée dans l'hôtel de Pretty Woman, qui est mon film préféré. Et c'était des grands moments parce que j'étais loin. Vous savez, c'est Montaigne qui dit dans mes voyages, je ne sais pas ce que je cherche, mais je sais ce que je fuis. Ce que vous ne pardonnerez jamais. Alors, je dirais la lâcheté quand même, la manière dont les gens sont lâches et ne défendent pas leurs amis. Moi, je suis une personne loyale et droite, et surtout, j'essaie de penser correctement les choses. Donc voilà, la lâcheté, c'est incroyable. Les gens qui ne défendent pas leurs amis parce que ça pourrait les salir, leur faire du tort.
C'est dégueulasse, voilà. Et ce que vous pardonnez toujours? Ce que je pardonne toujours, les fautes commises par amour, on peut dire. Le vrai amour, attention, pas la possession. Si je vous dis talon aiguille? Je réponds Yves Saint Laurent, que j'aime beaucoup quand même. Je déteste Louboutin, alors parce que les gens disent Guylaine, elle a beaucoup de chaussures. C'est vrai, j'en ai 150 paires, mais ils pensent que j'ai des Louboutins. Et en fait, non, j'ai aucune Louboutin parce que la cambrure est extrêmement inconfortable chez Louboutin. Si elle tombe à pic, alors que Yves Saint Laurent, il y a souvent des patins devant et ça les rend beaucoup plus confortables. Surtout que vous trottez beaucoup parfois sur les pavés de Saint-Germain, donc c'est facile. Bah, vous voyez, je suis venue vous voir aujourd'hui Oui. en ballerine, c'est très confortable. Les ballerines Mélissa, c'est quand même plus pratique pour marcher. Alors, nous allons arriver à un mot qui vient de Rome, avec vous, pizza. 2 kilos. Non, j'ai l'habitude de considérer la pizza comme un ennemi. Et effectivement, il faut croire que j'ai eu raison, puisque j'ai mangé samedi dernier une pizza à Rome et lundi à Paris, j'avais 2 kilos en plus. Donc j'y vois un lien de cause à effet avec la pizza. Non, en plus je suis gourmande. Il faut dire que j'adore manger, j'adore cuisiner. Oui, j'ai vu. J'ai une passion pour la cuisine, j'ai une passion pour la bonne nourriture. J'ai le culte des excellents produits aussi. Voilà, je suis par exemple une collectionneuse des meilleures huiles d'olive, des meilleures épices du monde. Voilà, j'accorde beaucoup d'importance à la nourriture, comme toutes les anciennes anorexiques aussi. Malheureusement, le temps nous presse. On est obligé d'arriver à la fin. J'ai retenu de vous beaucoup de choses. J'ai reconnu ce que je savais quelque part. Je vous ai dit des choses très fortes. Hein. Alors oui, je ne sais pas si mais ça... c'est très bien. Guylaine de Py, c'est quelqu'un qui nous touche beaucoup, qui nous bouleverse même. Pas seulement par son intelligence du métier et sa force de reconstruction, parce que vous avez cette force, mais c'est cette façon d'être à la fois fragile et inébranlable. Du moins, vous nous laissez croire. Pour aussi vos clients, c'est formidable. Et en même temps, vous avez transformé vos blessures en une balustrade, à la fois pour ne pas tomber, et c'est formidable, et pour que d'autres s'y appuient. Et je trouve que c'est très généreux et que c'est une forme de grâce. Nous sommes donc à la brasserie Lippe, la mythique brasserie Lippe, comme nous l'avons dit au début, que nous remercions infiniment. Je n'ai pas pu prendre Guylaine dans toute la beauté de la brasserie parce qu'il y a beaucoup de lumière dans les miroirs, mais on verra tout à l'heure. Un grand merci d'avoir accepté cette escale. Mais merci Jeanne, Vraiment. je suis très touchée que vous m'ayez remarqué. J'ai dit des choses assez intimes, mais c'est très touchant. Mais sincères, évidemment, oui. authentiques. Vous êtes une femme sincère. Vous êtes une femme sincère. Merci beaucoup. Donc c'était l'escale de Jeanne avec Guylaine Dupuis à la brasserie Lippe. Merci. Et je suis très heureuse de cette escale. Merci beaucoup. Merci Jeanne.